Bonjour, je suis Justine Magot et je vous accueille dans le podcast Persévérer pour mieux rêver. Vous y entendrez des artistes et d'autres passionnés qui vous raconteront leur parcours. J'espère que ce partage d'expérience vous permettra de trouver les clés et la motivation pour suivre vous-même le chemin de vos rêves. Je vous souhaite une belle écoute. Donc, bonjour Pierre, bienvenue dans le podcast. Bonjour à tous. Donc, je te laisse te présenter des activités professionnelles, artistiques. D'accord. Alors, mon nom d'artiste, c'est Daimont. Du coup, je suis un DJ, un producteur aussi. Plutôt entre la house, la minimale, l'électro. Des fois la techno aussi. Voilà, je compose de la musique aussi. J'organise aussi des événements. Et puis, je gère le label Panchama Records. Voilà. Alors, à quel moment tu as commencé à faire de la musique ? J'ai commencé à faire de la musique. Alors déjà, j'ai fait du piano quand j'étais petit. Pas fait le conservatoire, mais voilà. Donc j'ai dû faire à peu près 5-6 ans de piano. Puis après, ma mère en fait jouait déjà de la musique depuis tout petit. Elle jouait du piano. Elle jouait très bien du piano. Donc j'ai bercé dans la musique classique d'Europe de l'Est. Brahms, Chopin, voilà. Et donc je pense que ça m'a un peu fait mon oreille. Et puis ensuite, progressivement, au début j'ai écouté du hip-hop des années 90, Tribe Called Quest, DJ Premier, tout ça. Et quand j'étais donc au lycée, je faisais du breakdance. Je suis passé par cette culture hip-hop. Et ensuite, je suis venu à la musique électronique, on va dire, je sais pas, vers l'âge de 25-26. La musique électronique underground, on va dire. Voilà, plutôt avec Concrète, tout ça, où j'ai découvert ces scènes-là, en fait. Donc la house, la techno, la minimale. Et voilà. Je suis passé par une petite phase quand même musique électronique un peu commerciale, quand j'ai commencé à mixer et tout ça. Et au début, donc en fait, moi j'ai commencé à mixer dans des soirées médecine. C'est un peu incongru, mais oui, quand je travaillais chez Safran en tant qu'ingénieur, parce que c'est aussi ça que j'ai fait avant. T'inquiète. J'ai tout mélangé, mais bon. Du coup, en fait, j'avais un ami qui m'a proposé de m'apprendre à mixer, parce que je commençais à composer de la musique et il voulait que je mixe mes productions dans les soirées médecine. Donc j'ai commencé à faire des soirées médecine, des soirées étudiantes médecine, des tonus, qui sont les soirées des internes dans les hôpitaux. Et du coup, c'est comme ça que tout a commencé. Et là, en fait, la sélection musicale, c'était quand même beaucoup plus EDM, généraliste, trance, Avicii, EDM, quoi. EDM, voilà. Mais c'était un peu le début de l'EDM, le début de cette nouvelle musique, la fin de l'électro house, plutôt le début de l'EDM, quoi. Et qu'est-ce qui t'a fait découvrir ce milieu, donc plutôt électro et en sortant du hip-hop ? Ouais, alors, c'était un petit peu... je pense que c'est un peu une évolution, moi, j'étais plutôt house, vraiment house. C'est-à-dire que pour moi, en fait, la house, c'est un petit peu... donc, il y a toujours le groove, les contretemps qu'il y a dans le hip-hop, le swing qu'il y a dans les percussions, les petits décalages de temps qui font que ça reste groovy. Il y a la même chose en fait dans la house, c'est juste un tempo un petit peu plus rapide. Donc c'est un peu... en fait c'est parce que c'était une musique plus club, donc du coup plus orientée vers des soirées où qu'on faisait, quoi. Alors que le hip-hop c'est plus une musique... ça peut être une musique de club aussi, mais le tempo est plus lent, c'est plus chill. C'est peut-être plutôt une musique... je sais pas, je dirais peut-être un peu plus street ou peut-être mais en tout cas je suis passé à la house comme ça, en fait c'était une évolution assez logique. Et puis j'aime danser aussi, donc ça en fait ça a été une évolution un peu logique. Mais après moi, comme je te disais, je suis passé par la house un petit peu commerciale entre guillemets au début, avant de rentrer dans les trucs de diguer et de rentrer dans des choses plus underground, house des années 90, minimal, etc. Voilà.
Et à quel moment t'es passé du coup de jouer du piano, d'écouter ensuite du hip-hop, d'écouter de la house, à te dire j'ai envie moi d'en faire, d'en produire et de mixer en soirée? En fait, au début, on m'a offert... j'avais une copine, une ex-copine qui m'a offert un MacBook Pro. Et du coup, il y avait GarageBand dessus. Et du coup, j'ai commencé en fait à faire des beats de hip-hop sur GarageBand comme ça pour le fun. Et j'avoue, j'ai jamais rien sorti à ce niveau-là. Et puis en fait, progressivement, quand j'ai commencé à mixer dans les soirées médecine, même avant, donc avant de mixer, j'ai commencé à faire des sons un peu plus house, un peu plus deep house. Et puis en fait, voilà, du coup, ces sons-là, je les passais ensuite dans les soirées. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, en fait, je me projetais carrément dans l'environnement de la soirée. Je me dis, ok, qu'est-ce que je pourrais faire comme son qui irait bien dans cet environnement? Alors qu'avant, c'est juste, j'avais envie de faire un son qui ressemblait à telle chose où j'avais une idée en tête et je le faisais. Et là, en fait, c'est devenu plus l'environnement qui m'a inspiré la musique, quoi. Donc, voilà. Et tu te rappelles de la première fois où t'es monté sur scène pour mixer? Ouais, je me rappelle. Je me rappelle. En fait, je suis pas monté très très longtemps sur scène parce que c'était une des premières soirées médecine et je devais mixer. Puis finalement, en fait, je devais mixer à cette soirée. Puis finalement, j'ai rencontré une fille avec qui je suis resté 2 ans après ce Donc soir-là. c'était une bonne raison de pas mixer. Donc en fait, j'ai ce pas soir-là. beaucoup mixé ce soir-là, mais c'était ce soir-là en fait où je devais mixer. Donc, mais en vrai, la vraie date ensuite. Parce que en fait, c'est quand même une évolution quoi. Au début, les débuts, genre c'était vraiment on mixait, mais la sélection pour moi, genre je pourrais jamais jouer tout ce que je jouais dans les trucs aujourd'hui, dans les soirées médecine, parce que c'était vraiment genre le début quoi. Donc on mixait parfois sur des platines, parfois sur des contrôleurs. Moi, au tout début, j'ai acheté un contrôleur et voilà quoi. Donc c'est pas vraiment des événements qui m'ont marqué. Peut-être le premier événement qui m'a marqué, c'est peut-être un concours que j'ai fait au Panic Room. Le premier concours où vraiment je suis passé des soirées médecine à la vibe un peu underground. Et là, ce jour-là, j'avais préparé un set. J'avais fait des enchaînements, j'avais essayé de diguer des trucs, etc. Assez qui me plaisait bien. Et en fait, je me suis totalement foiré parce que en fait, je maîtrisais pas du tout en fait les platines parce que je mixais sur contrôleur chez moi et je savais pas faire les transitions en fait sur les plateaux des platines numériques. J'étais pas habitué en fait à la vitesse du plateau et tout. Du coup, je décalais tout et du coup j'ai passé la sélection, puis après j'ai pas passé le premier tour. Mais en fait, cet événement-là, il m'a permis de rencontrer pratiquement tous les gens avec qui j'ai travaillé ensuite, quoi. Donc, avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai fait de la musique, si on peut appeler ça travail, c'est un travail, oui, mais avec qui j'ai connecté, ouais. Ouais, et après, avec qui tu fais des projets, ouais. Ouais, voilà. Et du coup, le mixer, tu l'as appris tout seul, t'as pas pris à un moment donné des cours avec quelqu'un? Non, en fait, j'ai jamais pris de cours. J'ai toujours appris, en regardant des amis, en fait, des potes. Et peut-être que j'aurais dû prendre des cours, hein, mais... Je sais même pas dans quelle mesure ça existe, en fait. Il y a des écoles de DJ, hein, peut-être que... Je pense qu'on gagne du temps, c'est sûr. Je pense qu'on donne les bons tips direct. Mais après, à mon avis, c'est quand même je pense que c'est la pratique aussi qui fait que il faut juste pratiquer, quoi. Mais après, il y a des choses, des bases théoriques, c'est de la physique, quoi. Donc les fréquences peuvent pas se mélanger, certaines fréquences, il y a des choses à savoir, quoi. Ouais, c'est sûr. Et si on reprend un peu au début, du coup, tu disais que le piano, ce qui t'avait fait commencer, c'est que tu avais toujours entendu ta mère en jouer. Ouais. Elle, c'était quelque chose qu'elle faisait pour le plaisir ou c'était son métier? Non, c'est quelque chose qu'elle faisait pour le plaisir. Après, je pense qu'elle aurait pu en faire un métier parce qu'elle était vraiment... elle a fait le conservatoire, elle a déjà fait des petits concerts quand elle était plus jeune et tout. Mais après, c'était vraiment pour le plaisir. On a un piano à la maison et du coup, voilà.
Et c'est elle qui t'apprenait du coup à jouer du C'est elle piano? qui m'apprenait, mais elle m'a quand même donné un prof particulier qui venait me donner des cours. Voilà. Mais du coup, à ce moment-là, en grandissant, t'avais personne dans ton entourage qui vivait de la musique et qui pouvait te faire dire que Non. finalement c'était une option? Mais alors, pas du tout en fait. Non, franchement, moi, mon papa, c'est un ingénieur. Enfin, c'est un ingénieur dans le risque industriel et tout. Et ma maman, en fait, quand elle était plus jeune, elle a monté une école. Et dans ma famille, en fait, alors dans ma famille, oui, il y avait des chefs d'orchestre, mais c'était à l'ancienne, c'était polonais en fait, polonais dans la famille du côté de ma grand-mère. Mais, sinon, la famille, genre direct proche, non, j'avais pas de personne qui vivait de la musique, non. C'était peut-être pas dans la culture en fait. Enfin, moi, en fait, j'ai toujours aimé l'art et tout ça. J'aimais bien dessiner, j'aimais bien voilà, la musique et tout. Mais on m'a toujours dit, genre, oui, fais pas un métier artistique, ça paye pas, genre, tu vas pas y arriver. Enfin, c'est très compliqué, etc. Voilà, fais un truc safe, fais une école d'ingénieur, fais médecine ou un truc comme ça, et après, tu verras. Ouais, Donc, alors que toi, à ce moment-là, t'aurais pu... Enfin, t'avais ouais, déjà tendance à dire que tu voulais faire ça. franchement, j'aurais pu, mais après, du coup, bah, je suis un bon garçon en fait, j'ai écouté ma maman, hein, donc du coup, voilà, je l'ai écouté, et puis j'ai écouté ma famille, et puis... mais après, je regrette pas, hein, franchement, parce que je kiffe aussi, j'aime bien la science, j'aime bien la technologie et tout, donc ça m'intéresse. Mais ouais, voilà, moi je pense que c'est bien d'avoir un double bagage. Enfin, je trouve que, en tout cas pour moi, je me sens bien avec ça. Enfin, je trouve que là, j'aime bien avoir l'artistique et aussi plutôt la science, tout ce qui est plus cartésien et tout. Même si la musique, faut être assez quand même rigoureux et cartésien. Mais... Parce que du coup, si on développe un peu ça, après le bac, t'as de suite fait une école d'ingénieur, t'es pas allé dans la musique? Non, voilà, c'est ça. Pas du tout, j'ai pas été dans la musique. J'ai tout de suite fait une école d'ingénieur dans l'aéronautique, l'aérospatiale. Et ensuite, j'ai travaillé pendant 5 ans chez Safran, qui est un groupe industriel qui fait des équipements pour les avions, donc les moteurs, voilà. Et puis, voilà, ensuite, certains événements de la vie ont fait que j'ai eu envie d'un changement, voilà. Et toi, au moment où t'entres chez Safran, tu pensais faire un ingénieur toute ta vie, ou tu te disais quand même qu'à un moment t'allais Ouais, quand même, partir? franchement, au bout d'un moment, je me disais, ouais, j'en ai un peu marre d'être assis sur la chaise, faire des trucs, ouais. Ouais, donc tu te doutais que t'allais pas... Ouais, en fait, je me disais que j'étais un peu, quand même, je me sentais un peu différent des gens, quand même, là-bas. Et genre, enfin, bon, pas tous, hein, mais j'avais envie d'un peu plus d'aventure. Enfin, ouais, j'avais envie d'un peu plus d'explorer en fait la musique et surtout la musique électronique qui était, enfin, que voilà, c'était vraiment une passion. Enfin, j'ai un peu, je sais pas, c'était comment dire, comme un peu un coup de foudre sur le moment, quoi. Genre vraiment, enfin, genre, je sais pas, ouais, la sensation qu'on a quand on est dans un club qui a une musique bien équilibrée, voir tout le monde danser ensemble et tout. Et je pense que à ce moment de ma vie, en fait, j'avais besoin de ça, quoi. Ouais, c'était un peu une évidence. Ouais, j'avais besoin de ça. Je sais pas si je vais faire ça toute ma vie, mais en tout cas, à ce moment, j'en avais besoin, et du coup, je trouvais ça génial, quoi. Et du coup, au moment où tu pars de chez Safran, tu commençais déjà à gagner un peu d'argent avec la musique? Alors, pas beaucoup, hein. Franchement, pour être honnête. Non, c'était quelques dates par-ci par-là. Non, c'était vraiment genre peut-être 100, 200 euros par semaine, même pas, quoi. Donc, non, vraiment. Et pendant 5 ans, t'es arrivé à combiner les deux, ou enfin, comment tu faisais? Ouais, c'était un peu compliqué. Des fois, je dormais pas beaucoup. Mais bon, quand même, j'essayais de mixer plutôt le week-end. Et je mixais pas non plus tous les week-ends. Donc, bon, parfois, c'était la semaine. Mais j'essayais de combiner les deux. Mais surtout, le problème, en fait, c'est que j'essayais de composer de la musique. Et en fait, j'avais tellement de temps de trajet et de temps de travail que quand je rentrais chez moi, j'étais lessivé. Et j'arrivais pas à me concentrer. J'avais plus l'envie, en fait, de le faire. Et du coup,
Je me suis dit, je vais jamais arriver à aboutir si je prends pas un peu de temps pour moi là-dessus, quoi. Et parce que finalement, t'en veux à ton travail de t'empêcher de faire de la musique. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Je me dis, je suis à mon travail, je suis sur une chaise, et en fait, j'aimerais bien composer, quoi. J'aimerais bien faire ça, et je peux pas le faire parce que... Et quand je rentre chez moi, bah, je suis claqué, donc j'ai pas le temps de finir non plus. Et puis le week-end, des fois, j'ai envie de faire autre chose. Du coup, je me suis dit, bah voilà, je vais prendre 1 an pour faire ça, quoi. Et Finalement, ça a duré 3 ans. Là. Mais voilà. Comment c'était vu après en entreprise, le fait que tu aies ces 2 activités en même temps? Alors, bah, c'était vu bien par certaines personnes. Et un jour, j'ai quand même eu mon N+2 qui m'a dit bon, maintenant, il faut que tu choisisses c'est soit la musique, soit l'ingénierie, parce que je te vois arriver un peu fatigué le matin. Oui, c'était parce que ça a impacté du coup un petit peu ton job. Ouais, franchement, ça a impacté un petit peu mon job, mais quand même, j'essaie voilà, de faire attention. Mais ouais, j'ai quand même posé quelques congés maladie, ouais, parfois. Mais... Oui, à cause de cette passion-là. Et au moment où donc, tu décides de faire cette bascule-là, est-ce que tu t'étais renseigné sur comment vivre et comment le développer davantage? Non, en fait, non, je me suis pas bien renseigné. Sur comment vivre. Non, j'ai pas... En fait, je me concentrais plus sur l'aspect artistique, en fait, parce que finalement, j'avais cette facilité que ma mère m'avait laissée, donc un appartement à Paris, où j'avais pas de loyer à payer, je l'aidais juste avec les charges, etc. Donc en fait, je me retrouvais dans une situation où je me posais pas trop de questions financières, et c'était plutôt comment développer ma musique, comment développer mon image de marque pour le label, puis voilà, enfin juste kiffer en fait. Enfin, en vrai, c'était vraiment juste faire ce que j'aime, quoi. Faire ce que j'aime. Pour une fois dans ma vie, je prends du temps et puis je fais ce que j'aime, quoi. Je fais ce que j'ai envie de faire. Voilà. J'ai eu 30 ans, c'était à l'époque, j'avais 31 ans. Je me suis dit, ouais, bah voilà, juste envie de faire ça, fais-le, quoi. Et là, à ce moment-là, tu avais déjà sorti des projets, des EP ou c'était... C'était en cours, ouais. Ouais, c'était en cours, mais justement, j'arrivais pas à le sortir. Et du coup, dans l'année, j'ai réussi à finir mon premier projet qui s'appelait, donc un premier EP sur Panchama, qui s'appelait Night Game, et avec 4 morceaux. Donc voilà, il y a un morceau plutôt deep mais un peu techy, tech house, avec des mélodies, des samples de voix. Un deuxième morceau plus dub techno, très comment dire, très spatial, très ambiant, mais avec une grosse basse derrière. Et puis un autre morceau plus house. Enfin ouais, c'était un EP, mais du coup j'ai pas fait trop de marketing là-dessus. Et puis je l'ai juste sorti. Et puis ensuite, en plus, je l'ai masterisé moi-même. J'ai fait le visuel, moi-même et tout. Bon, après coup, je me dis que j'aurais peut-être dû le faire masteriser par quelqu'un d'autre parce que ça aurait été peut-être mieux. Mais c'est correct. Enfin, genre voilà. Et puis, ah mais c'est cool en fait. Cet EP, il y a un DJ qui l'a joué à la Concrète pour Nouvel An 2018, je crois. Ah ouais, donc j'étais content. T'étais là à ce moment-là? Ouais, j'étais là, j'étais dans la salle et tout, j'étais content. Il a joué un de mes morceaux. Et voilà quoi. En fait, j'ai pas eu beaucoup de. Donc je l'ai mis juste sur Bandcamp. Mais après, j'ai pas eu beaucoup de ventes. Donc clairement, ça a dû me rapporter peut-être, je sais pas, 10 euros, peut-être, un truc comme ça. Mais enfin, j'ai pas encore regardé, mais ouais, peut-être aussi en tout, peut-être ça a dû me rapporter depuis quelques années, alors 30 euros. Mais en vrai, c'était plus. Une porte d'entrée, et puis le fait que quelqu'un joue ta musique. Après, j'ai eu des contacts d'autres labels et tout ça. Et puis voilà, après j'ai essayé de continuer à composer de la musique, mais j'ai quand même un peu stagné, j'ai rien sorti. Et parce que je voulais faire progresser mes compétences, quoi. Ouais. Et puis là, en fait, je suis dans une phase où j'ai énormément de morceaux qui sont presque prêts. Et du coup, je suis un petit peu... perfectionniste peut-être, mais aussi critique, et il y en a que j'ai plus envie de sortir parce que je trouve que ça me définit plus artistiquement, et puis d'autres que je suis en train de recomposer, et puis finalement comme je vais beaucoup plus vite maintenant pour composer, j'ai développé un peu des habitudes, quoi. Voilà.
Ouais, t'essaies de te mettre un peu des deadlines pour sortir des projets Ouais, franchement, j'essaye, mais souvent, je les respecte pas. Ouais. Ouais. Mais faudrait que... Ouais, c'est bien d'avoir des deadlines, ouais. C'est important, je pense. Surtout, j'essaie de travailler aussi avec... Enfin, de composer avec un timer. Parce que souvent, en fait, je passe des... Enfin, au début, je passais des nuits blanches. Et puis, je me rendais pas compte du temps que je passais. Et puis, en fait, finalement, c'était pas si productif que ça. Parce que le processus créatif, en fait, il fonctionne que dans les premières heures. Où on est frais, etc., etc. Puis, au bout d'un moment, surtout quand on répète un truc qui se répète, une boucle, on finit par plus entendre certaines choses. Et puis, on va... Enfin, en tout cas, pour moi, je vais me disperser. Je vais développer une autre idée, puis après une autre idée, puis encore une autre idée. Et du coup, je vais faire peut-être plusieurs potentiels morceaux. Et puis voilà, finalement, il n'y en a aucun pour l'instant qui aboutit. Mais bon, ça fait partie aussi du processus. Mais, enfin, d'où l'intérêt, je pense, d'avoir vraiment un objectif quand on compose, de savoir où on veut aller, de savoir ce qu'on veut travailler. Puis des fois, pas forcément essayer de faire un morceau complet, juste se dire, voilà, j'ai envie de travailler une rythmique, j'ai envie de travailler un effet spécifique, j'ai envie de travailler... Puis après, forcément, ça débouche sur un truc. Enfin, moi, c'est souvent comme ça. J'essaie une idée, je dis, tiens, je vais essayer de reproduire ça. Je vais essayer de travailler un truc comme ça. Voilà. Puis ensuite, je commence à faire quelque chose. Puis j'arrive pas forcément au résultat que je m'étais fixé, mais j'arrive à autre chose. Et du coup, en fait, à partir de là, je commence à composer un morceau. Et puis voilà. Parfois, je déroule l'histoire assez vite. Et puis parfois, je bloque, je sais pas quels sont les éléments à rajouter. Voilà. Et du coup, tu t'organises comment au quotidien pour développer tout ça? Parce que c'est bien différent d'une carrière en entreprise où tu as tes horaires de bureau et tu as une to-do list qui est toute faite. Là, tu dois tout faire par toi-même. Ouais. Bah, c'est vrai que on a vite fait de faire un peu n'importe quoi. Ce que j'ai fait beaucoup. Mais disons que je pense qu'il faut... Enfin, comment je m'organise ou comment je devrais m'organiser, parce que je suis pas encore au point, mais comment je m'organise, souvent, j'essaye de me lever le matin, déjà, ça c'est important. Parce que je trouve qu'on peut vite basculer vers une vie où, vu qu'on mixe, du coup on se couche tard, du coup on est décalé, du coup on a souvent une vie décalée, donc je trouve que ça peut fonctionner, hein. Moi je l'ai fait un temps, mais je trouve qu'au bout d'un moment ça fatigue, donc c'est important je pense, d'avoir une hygiène, de faire du sport, de se lever le matin au moins, d'avoir une mini routine au moins, et puis de commencer à composer genre 2-3 heures, et même si je le fais pas forcément, je devrais le faire plus, mais de se forcer parfois, même si on n'a pas d'inspi, de se mettre devant le logiciel et puis d'y aller, quoi, de composer, de faire quelque chose, quoi. Et puis en fait souvent ça vient, en fait, genre faut... Voilà. Oui, si tu te forces un peu, tu arrives à sortir quelque chose, quoi. Ouais, ou au moins tu travailles quelque chose qui va te servir pour plus tard, ou tu reprends un morceau. Et surtout, je pense que ce qu'il faut faire, c'est reprendre des morceaux qui ont déjà été faits, et essayer de les terminer, parce que sinon on bloque toujours au stade 1, c'est-à-dire on fait la boucle, ou voilà, on fait une boucle de 16 mesures, puis ensuite on la développe pas, ou alors... je pense qu'il faut essayer quand même de se forcer à terminer les morceaux qu'on commence. Voilà, c'est un bon conseil, je pense. Et ça, tu y arrives bien, là, maintenant? Un peu mieux, un petit peu mieux, mais c'est toujours pas le cas. Mais oui, c'est toujours... en fait, il y a certains morceaux, ça va vite, et puis d'autres... maintenant, j'y arrive, mais du coup, je les termine, mais souvent, en fait, je fais plusieurs versions, puis je reprends, et puis ensuite... je me rends compte que quelques jours après, non, en fait, là, il y a des choses qui vont pas, donc c'est avec le recul, en fait. Je pense que c'est important de finir un projet, de le laisser reposer, faire autre chose, et ensuite de le rouvrir. Et là, ça devient évident, en fait. Toutes les choses qui fonctionnent pas, dont on s'en rendait pas compte, ça saute, quoi. Ouais, c'est sûr. Et je pense qu'il y a aussi des projets sur lesquels tu peux te dire que c'est pas top, et quand tu le réécoutes, tu dis non, en fait, c'était bien, j'étais juste fatigué ou trop dans le truc quand tu l'as fait. Ça arrive aussi, ouais, carrément. Ouais, c'est clair. Mais en général, quand je trouve que c'est pas top, en général, c'est que c'est pas top. Ouais. Mais souvent, des trucs où je trouve que c'est top,
Mais par contre, je le rouvre et je me dis non, c'est pas top. Ouais. Ça arrive plus dans ce sens-là. Mais bon, c'est vrai que parfois, en fait, il y a des choses où je fais écouter à des potes. Et puis finalement, finalement, je me disais, bah tiens, ça, c'est pas terrible et tout. Ils me disent, non, mais c'est justement ça que j'aime bien. Et puis du coup, je me dis, ah bon, et tout. Et, du coup, je vais essayer de le retravailler. Et en fait, des fois, c'est là où on voit quand même que la musique, des fois, il y a une perception différente, quoi. Tout le monde n'a pas la même sensibilité, la même perception des choses. Et voilà, je pense que. Et puis, même. Je veux dire. Même si on a des perceptions différentes, bon, après, il y a des choses qui changent pas, quoi. Je veux dire, par exemple, un mix qui doit être bon, c'est juste une histoire de fréquence. C'est-à-dire que les bonnes fréquences doivent être aux bons endroits. Et par exemple, si les basses elles sont en conflit avec les kicks, enfin voilà, si ça tape aux mêmes fréquences en même temps, bah, c'est sûr que ça va pas bien sonner, quoi. Donc voilà, en fait, peu importe la composition, il faut que la technique et le mix soient propres, quoi. Donc ça c'est un truc qui est unanime, je pense. Enfin, Oui, t'as toujours une petite partie ingénierie du son où c'est ouais. juste de la technique pure. Mais je pense que c'est même une grosse partie, en fait, dans la musique électronique, c'est la sonorité qui prime, j'ai envie de dire, même sur comment dire, je vais pas dire ça prime sur la composition, mais c'est la sonorité, enfin le mix, le sound design, et c'est aussi important que la composition, l'ordre des notes, etc. Parce que c'est surtout, des fois, il y a des morceaux où clairement, il n'y a pas beaucoup de notes sur le plan composition, c'est très basique, mais en fait, c'est tout le sound design qui est super complexe, quoi. Et qui fait que le morceau, il est intéressant, quoi. Enfin, voilà. Ouais. Et là, aujourd'hui, tu collabores aussi du coup avec d'autres artistes dans tes compositions ou pas trop? Oui. Ouais. Je collabore avec pas mal de monde, mais on n'a pas terminé, en fait. Donc, c'est des collaborations qui sont un petit peu en suspens. Mais là, je collabore en ce moment avec Mosleo. On a dit qu'on allait commencer. Enfin, on a déjà un peu commencé, mais on aimerait bien sortir 2 morceaux, et puis un morceau en commun, et puis un autre morceau, un remix de notre morceau en commun. Donc sur un EP sur Panchama. Je collabore aussi avec Jake Scully. On travaille des morceaux un peu plus jazzy, parce que lui c'est un trompettiste de base. Voilà, il a fait une école à New York. Et du coup, il a une notion de l'harmonie, etc., qui est intéressant. Et voilà. Donc sur des trucs un peu plus jazzy, etc. Et puis voilà, après, j'ai quelques autres collabs qui sont pas encore terminés, enfin, qui ont pas encore abouti, parce qu'en fait, on est un peu flemmard, hein, faut le dire. Hein. Enfin, genre, je pense qu'on n'a pas... il faut qu'on se donne plus de rendez-vous, chacun a ses projets de son côté, puis voilà, il y a des morceaux qui sont terminés, mais ça reste en suspens, puis d'autres à terminer. En fait, c'est pas vraiment de la flemme, mais il faut... Des fois, on privilégie peut-être d'autres choses, quoi. Mais c'est vrai que faudrait les terminer. Oui, c'est ça. Tant qu'en fait, tu te mets pas vraiment une deadline et tout. Ouais, en fait, c'est ça le truc. Je me mets rarement des deadlines, et enfin, en tout cas, pour des collabs. Mais ce que je devrais peut-être faire. Pour moi-même, je le fais en général. Mais en fait, non, pour les collabs... je pense que il faudrait appliquer le même système. Ouais, pour l'instant, tu te laisses plus porter, du coup. Ouais, pour l'instant, j'essaie plutôt de... Ouais. En fait, ce que je me dis, ça sert à rien de forcer un truc, quoi. Ouais. Je veux dire, en général, quand je force à me terminer un morceau, c'est jamais bon, quoi. Genre... Enfin, c'est... Bon, ça peut, hein, mais... On s'est quand même mis des deadlines, quand même, pour sortir le Various le premier Various sur Panchama, qui est sorti l'année dernière. Et si c'était bien d'avoir des deadlines, parce que ça nous a quand même un peu forcé à terminer plus rapidement, quoi. Mais
Panchama, du coup, tu l'as fondé à quel moment? Alors au début, en fait, je l'ai formé avec... on était 6. Donc il y avait Noiro, un artiste qui s'appelle Noiro, euh, qui a hyper bien évolué d'ailleurs. Il a sorti plusieurs morceaux là sur des labels assez connus. Et ça devient quand même une belle tête d'affiche parisienne. Et donc voilà, quand j'avais rencontré Noiro au Cariatide, qui est un bar en fait vers Étienne Marcel, je crois. Il y a une cave en bas et puis il mixait là-bas. Et en fait, je l'ai rencontré grâce à un autre gars que j'ai rencontré au Lab Festival, qui est le concours de mix que j'avais fait. Okay. Et j'avais rencontré Aurel et Alan de E-Closing, qui j'avais bien sympathisé. Du coup, qui m'ont fait rencontrer Noiro, parce qu'il mixait là-bas aussi avec lui. Et puis voilà, en fait, moi, j'ai bien aimé ce que jouait Noiro, et puis Aurel aussi. Et moi, je leur ai expliqué que j'avais envie de monter un collectif, qu'en fait, à l'époque, j'avais commencé à essayer de trouver des dates seul quand je commençais à mixer, et je me rendais compte que c'était assez compliqué, en fait. C'était assez compliqué quand je suis sorti du délire soirée médecine et tout, je me suis dit, voilà, je vais essayer de mixer un peu tout seul, parce que je commençais un peu à en avoir marre de la sélection très généraliste des soirées médecine. Et donc je me suis dit, je vais commencer à essayer de faire mes propres trucs. Et j'avais imprimé des cartes de visite, mais je me rendais compte qu'en fait je pouvais pas... j'avais beaucoup de mal à trouver des dates en tant que DJ seul. Donc je me suis dit, voilà, il y a plein de collectifs en fait. Je vois que le truc c'est les collectifs, ça fonctionne comme ça. Et puis je me suis dit, j'ai aussi envie de partager mon truc. Je trouve qu'un collectif c'est bien parce qu'il y a une émulation. Mais je me suis dit, bon voilà, il faut que je rencontre des gens qui sont un peu dans le même délire que moi, quoi. Donc c'est pour ça qu'ensuite j'ai fait le Lab Festival. J'ai rencontré Aurel, j'ai rencontré Noiro. Ensuite, j'ai rencontré Woodson, qui travaillait dans le bar en bas de chez moi. En fait, il était physio au bar. Et en fait, un jour, j'ai fait une soirée, une des premières soirées que j'ai fait. Donc, c'était dans le bar le 45 Tours, qui est au 45 rue de Montreuil. Et j'avais invité tous mes collègues de chez Safran. Et du coup, j'ai fait une soirée où je mixais avec, je crois, j'avais invité un autre DJ aussi, mais c'était principalement moi. Et du coup, je mixais. Franchement, j'ai mixé quasiment tous les styles, en passant de la house, du hip-hop, du reggaeton, genre de la techno, genre. Mais j'ai fait un truc, c'est une évolution en fait dans la soirée jusqu'à la techno. Et puis voilà, en fait, du coup, ce mec, Woodson et tout, quand on s'est rencontrés, qui était genre assez. Il me semblait un peu hautain et tout ça. Et puis c'est lui qui me branchait les platines. Et puis ensuite, il me demandait ce que je faisais dans la vie, donc je lui ai dit que voilà, j'étais ingénieur et tout. Et puis ensuite, je lui dis, et toi? Et puis il me dit, moi je fais de la musique, mais la musique c'est vraiment ma vie, quoi. Il a l'air de me dire, genre, toi c'est pas ta vie, quoi, tu vois. Genre, moi je l'ai un peu mal pris et tout. Puis en fait, après il m'a dit qu'il avait bien aimé ce que j'avais fait. Il m'a proposé de mixer pour une soirée privée. Là où il habitait, il avait une sorte il habitait pas très loin de chez moi. Donc c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, après la soirée, il m'a emmené en after 45 tours. Et là, il m'a fait écouter ce que lui jouait. Et en fait, lui, il jouait des trucs très underground, quoi. Genre minimal, house, des trucs que moi, j'avais jamais entendus. Enfin, ou alors, j'avais entendu, mais bon, pas vraiment... Enfin, je connaissais pas trop cette culture. Enfin, moi, j'étais plus quand même dans la house, un peu plus généraliste et tout. Et puis là, il m'a vraiment fait découvrir des trucs, un univers un peu différent. Et au début, ça m'a un peu intrigué. Je trouvais ça un peu dark. Je trouvais ça un petit peu... Voilà. Mais après, j'ai trouvé qu'il y avait quand même des choses vachement intéressantes et tout. Et là, en fait, c'est grâce à lui un peu où je suis rentré dans ce truc-là, quoi. Donc c'est un peu lui qui a fait mon éducation au début là-dedans. Et puis... et ensuite, j'ai rencontré Léo Goldstein. Donc de son nom d'artiste, maintenant, c'est Sapio.
Et du coup, Sapio, je l'ai rencontré sur un B2B. On a fait un B2B au Ping Pong Bar, je me rappelle, ça devait être en 2017, quelque chose comme ça, ou 2016 peut-être. Donc voilà, on a fait un ping-pong dans un ping-pong bar. C'est trop marrant. Et voilà, on mixait là-bas. Et c'était Alan, justement, de eClothing qui nous avait invités. Et en fait, sur ce B2B, je pense qu'humainement, on s'est bien apprécié. Et puis, en fait, musicalement aussi. Et voilà. Du coup, j'ai proposé aussi le collectif. Et ensuite, j'ai rencontré aussi Valentin via David. Enfin bon, bref, peu importe. J'ai rencontré via un ami. Et Valentin, lui, qui était architecte de formation et voilà, donc qui aussi faisait de la musique électronique, plutôt techno. Et donc voilà. Ensuite, donc on a monté Panchama. Donc il y avait Noiro, Aurel, Valentin, Woodson et Léo. Et moi. Et en fait, là, ça te permet de faire programmer ton collectif entier, du coup, en soirée. Et ensuite, on a commencé à essayer de regrouper nos forces pour faire des événements, pour ramener du monde. Et on a fait quelques beaux petits événements, alimentation générale. On a fait à l'époque sur la Cité de la Mode, qui s'appelait le Nouba, je crois. On a fait quelques événements là-bas. Il y avait un truc qui s'appelait le Grand Bleu vers Bastille. Enfin voilà, on a fait quelques événements et du coup, voilà, c'était sympa. Mais en fait, assez rapidement, bon, il y avait quand même plusieurs niveaux d'investissement, on va dire, dans le collectif. Et ce qui fait que, en plus de ça, il y avait quand même beaucoup de différences musicales. Donc Valentin, il voulait jouer de la techno. Aurel, il voulait jouer plus de la house progressive, la tech house progressive. Noiro était plutôt house, minimal, funky, un petit peu électro aussi, enfin des trucs un petit peu plus expérimentaux aussi, tu vois. Et Woodson plus minimal. Enfin voilà, donc il y avait tellement de différences que du coup ça devenait compliqué en fait de faire des line-up ensemble. Et puis ensuite, bon voilà, du coup Noiro il avait un autre collectif et ça commençait à prendre beaucoup d'ampleur et du coup il pouvait plus faire les deux en fait. Donc j'ai compris en fait qu'il forcément son autre collectif il grossissait quand même beaucoup plus vite. Et puis nous en fait, si tu veux, nous on n'était pas des... Enfin moi en tout cas je voulais faire de la musique, je voulais aussi monter le collectif, mais enfin mon but c'était pas non plus de faire des gros trucs, et je voulais plutôt me concentrer sur l'aspect musique. Et je pense que aucun de nous vraiment voulait faire tout ce qui est l'aspect communication, marketing. Voilà, enfin ça nous emmerde un petit peu quoi. Genre on le faisait parce qu'il fallait le faire, mais on n'avait pas envie de le faire. Nous, ce qu'on voulait faire, c'était de la musique. Et du coup, voilà, je pense que c'est pour ça que le collectif n'a pas explosé. Et en fait, on ne s'est pas organisé véritablement. On ne s'est pas dit on va faire on va faire une société d'événementiel, des gros bookings pour pouvoir nous assurer. Non, en fait, nous, on misait sur nous. On essayait de trouver des dates. On essayait de se caler en tant que DJ, juste de mixer ce qu'on voulait mixer. On n'avait pas vraiment de stratégie pour développer le collectif, en fait, si tu veux. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de collectifs qui le font et qui se développent hyper vite, quoi. Enfin, et ben après, voilà, c'est une autre approche. Mais du coup, finalement, il y a eu plusieurs... Valentin, il a monté une société à son nom. Donc, comme il est architecte, il fait une société d'architecture d'intérieur. Donc, il n'avait plus le temps pour le collectif. Aurel, il est parti en Thaïlande. Du coup, finalement, on est resté Woodson, Léo et moi, quoi. Et puis voilà, on a continué comme ça. Et puis on s'est développé au fil du temps. Et puis après, forcément, dans la vie, il y a des événements qui se produisent. Des fois, on a un peu moins le temps. Des événements perso, le travail. Donc forcément, le collectif, il y a eu des petits hauts et des bas. Et Woodson, à un moment, a décidé de quitter le collectif parce que je pense qu'il avait besoin aussi de prendre un peu de recul par rapport à ça. Et puis du coup, là, en fait, je suis seulement avec Léo pour l'instant dans le collectif.
Mais en vérité, Woodson reste quand même un résident du collectif parce qu'on mixe tout le temps ensemble. Sauf qu'il ne veut plus donner du temps à ça parce qu'il a un enfant en fait maintenant, il faut qu'il s'en occupe. Donc du coup voilà, c'est toute une vie, mais en réalité voilà, on a quand même une connexion en tant que. Donc là par exemple là au Nouvel An, on a mixé tous les trois en after en B2B2B et c'était cool parce que ça faisait longtemps. Ça faisait un peu longtemps qu'on n'avait pas mixé ensemble. Mais... Donc, voilà pour l'histoire. Et puis, après, les projets du collectif, si tu veux que je t'en parle. Oui, vas-y. Ça peut... Donc là, par exemple, on a une soirée qui... Enfin, pour la première fois cette année, je pense qu'on va faire des soirées où on va booker des artistes avec qui nous ressemblent un peu, mais qui sont un petit peu plus évolués dans le game que nous, quoi. Okay. Donc ça va permettre aux gens de savoir un peu ce qu'on fait et de ramener un peu plus de monde à nos soirées où avant en fait on misait sur nous et nos amis proches mais pas sur des têtes d'affiche entre guillemets quoi. Donc là on a choisi un peu cette stratégie et donc on va faire une soirée à la Péniche Cinéma le 24 février et du coup là on va booker Antoine Sy qui a un label qui s'appelle Binary Sound. Et on va booker aussi Ali Number, Aline Brooklyn, B2B Ama Number. Donc, c'est deux artistes qui viennent de Lorraine en plus. Donc, comme moi j'ai de la famille là-bas, c'est cool. Et qui font des super trucs, ils font un live. Là, ils font pas le live, ils font un DJ set, mais ils ont un label qui s'appelle Aline Brooklyn et qui est entre la minimale, électro, etc., qui est très cool. Et aussi le collectif 324 Records, qui sont plus minimal. Collectif et label, pardon. Qui ont sorti beaucoup de disques en vinyle et en numérique. Donc ils ont, je sais plus combien de releases à leur actif, une dizaine, je pense. Donc voilà. Et puis, donc ça c'est pour le côté événementiel. Pour le côté label, il y a un deuxième Various artiste qui est prévu pour... bon, c'était prévu pour Noël, mais on a un peu de retard. Mais ce Various, il va... je pense qu'il sera en deux parties, parce que il y a une partie... comme on l'a fait pour la première, il y a une partie plus minimale, un peu plus, on va dire, introvertie, et une partie plus extravertie, plus électro, avec des mélodies franches... un peu plus électro et house quoi. La partie minimale un peu plus comment dire planant, deep et puis voilà et un peu dans le groove et la partie électro un peu plus dans le côté tranchant, dur et festif aussi mais voilà. Enfin donc j'aime bien garder ces deux côtés dans le label parce que c'est une identité musicale qui nous ressemble, c'est ce qu'on joue, c'est ce qu'on mélange un peu dans nos sets. Et du coup, on aime bien jouer avec les émotions, quoi. Genre, plutôt parfois des phases un peu plus introspectives, des phases un peu plus nostalgiques, puis ensuite des phases plus je sais pas, ça peut être joyeux, mais ça peut être aussi puissant et sombre. Mais voilà, oui, c'est vraiment très varié. Ouais, voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, vous êtes booké à peu près combien de fois par semaine? Ça te prend combien de temps ces soirées-là? Alors, cette soirée qu'on organise là, c'est une soirée qui va être très très longue parce que c'est une soirée plus after. Okay. Ça va commencer à minuit, ça va terminer à midi le lendemain. Donc oui, c'est un très long format. Vous allez chacun mixer quand même vraiment longtemps du coup. Non, bah là du coup c'est la soirée dont je t'ai parlé où il y a Aline Brooklyn, il y a tout ça. Donc chacun aura à peu près 3 heures de set. Donc il y a aussi 324 Records, ils sont à 3 DJ. Donc on est une dizaine, finalement on va être à peu près 8 DJ quoi. Donc sur 12 heures. Voilà, ça va être je pense que c'est bien. On aura le temps de jouer. Mais voilà. Donc ça c'est le prochain événement. Long format, très long format. Fatigant un peu, mais ça va être cool. Et là, comment tu te sens toi, au moment où tu vas pour faire un set de manière générale? Tu as été stressé encore ou est-ce que tu as passé cette étape-là et tu prends du plaisir juste?
Ouais, non, je suis pas stressé. Non, 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 non. Je suis pas stressé, même sur même sur les grosses scènes, en fait. En vrai, je suis pas stressé du tout, en fait. Franchement, j'ai un petit peu passé cette phase. Euh, Par exemple, j'ai mixé à la Pisica où il y avait quand même 2000 personnes. Mm. C'était quand même une grosse date. Et j'avoue que c'était ma plus grosse scène. Donc, du coup, j'étais un petit peu. C'est vrai que sur le moment, c'était un petit peu le fait de se dire bon, voilà, il y a du monde et tout. Mais en fait, c'est pas. Enfin, je pense que ça fait assez longtemps que je mixe. Donc, du coup, je vais pas stresser quand je sais que je suis bien préparé, en fait. Je vais peut-être plus stresser quand je sais que, par exemple, je suis pas bien préparé, je sais pas encore ce que je vais jouer. J'ai pas. Voilà, c'est peut-être plutôt ça qui va me stresser que la scène en elle-même, quoi. C'est. Enfin, la scène en elle-même, je suis habitué à mixer, c'est cool, tu vois, donc je sais quoi faire, quoi. Ouais, parce que du Mais coup, tu changes à chaque fois un peu ton enchaînement, ton set. bah, carrément, en général, je joue jamais deux fois les mêmes choses. Enfin, je peux jouer des fois les mêmes morceaux, mais je vais jamais faire le même set, quoi. J'essaye de garder quand même un renouvellement pour. Je me dis, voilà, si moi-même je venais m'écouter à chaque set, j'ai pas envie que la personne qui vient m'écouter, elle va écouter le même set, quoi. Donc, C'est du sûr. coup, voilà, je me donne cette discipline en général, quoi. Ouais. Et là, au début, tu nous disais quand tes morceaux avaient été joués du coup à une soirée de Nouvel An, toi, au Mm. moment où t'es dans la salle, tu savais qu'il allait le jouer ou c'était une surprise? Ben oui, parce qu'en fait, il me l'avait dit. Il me Ok. l'avait dit avant, il m'a dit, ouais, est-ce que tu pourrais me l'envoyer ce morceau et tout j'aimerais bien le jouer et tout. Donc, je savais, après, je savais pas quand, Mm. mais du coup, c'était cool. Et là, C'est tu cool. ressens quoi au moment où Bah, t'entends ton morceau passer franchement, dans la salle? non, c'est stylé, hein. Franchement, c'est cool. C'est une pure sensation quand tu sais que t'as fait ça dans ta chambre et tout. Et au début, bah, enfin, c'est pas très sérieux, quoi. Tu te dis, ben voilà, enfin, genre aussi, enfin, évidemment, t'as envie que ça aboutisse sur un truc sérieux, mais bon, voilà. Mais la sensation, quand tu l'entends, bah, c'est l'aboutissement, quoi, d'un truc. Genre, c'est cool de voir les gens danser sur ce que t'as fait, quoi. Ouais, ce que j'allais dire, tu dois Ouais, regarder toute la manière dont les gens réagissent. Mm. ouais, c'est pas mal. Et puis en plus, tu peux t'apercevoir assez rapidement, genre, de quel moment est-ce qu'il y a un truc à modifier, tu vois, genre, tu peux voir s'il y a une perte d'énergie à tel moment, tu peux voir s'il y a un truc. Et puis, comment dire, la perception du son, elle est différente sur un gros système son, sur un petit système son, quoi. C'est Mm. vraiment. Bah déjà, il y a une perception de la basse, quoi. Donc, enfin, qui est physique, genre. Donc, tu sais tout de suite s'il y a trop de basse, mais en général, enfin, je me rends compte avant pour le mastering quand même, mais je veux dire, tu réalises quand même la puissance d'un morceau, en fait, tu le réalises que sur un système son plus puissant, quoi. Genre, tu peux pas vraiment apprécier ça sur un petit système son. Genre, tu peux l'imaginer quand t'as l'habitude, mais c'est quand t'as ton morceau qui joue sur un gros système son, là, tu vois vraiment le truc, quoi. Tu le vois différemment, en fait. Ouais, donc là, c'était Ouais. la première fois au final que tu l'entendais sur un système pareil. Ouais, franchement, c'était la première fois que j'entendais mon morceau sur un système pareil. C'était cool, hein. Franchement. Mm. Et toi, aujourd'hui, avec le parcours que tu as, est-ce que tu as un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne, peut-être au moment où, je sais pas, où tu passes ton bac et où tu décides de faire des études d'ingénieur, ou même plus tard quand tu choisis de te consacrer entièrement à la musique, Ouais. et que tu pourrais, toi, donner à quelqu'un? Euh, un conseil pour commencer plutôt la musique ou bien pour ne pas commencer. Je sais pas. Non, mais je sais pas, mais c'est-à-dire quelque chose qui t'a surpris, toi, quand tu l'as fait, et que Ouais, tu t'es dit, ça, j'aurais quand même bien aimé qu'on me le dise. d'accord. Euh, hmm. Bah, il y a beaucoup de choses, hein. En vrai, il y a énormément de choses, je pense, mais je pense qu'une chose qui est bien, c'est de pas avoir peur de se former, enfin, pas avoir peur de demander aux personnes qui savent, ou même de payer carrément une formation, parce que moi, j'ai perdu beaucoup de temps, je pense, à apprendre la production tout seul. Bon, après, c'est pas une perte de temps en soi, parce que voilà, j'ai appris des choses, mais je pense que j'aurais peut-être pu aller plus vite si j'avais fait une école, une formation. Bon, voilà, j'ai des amis qui ont fait ça. Il y en a qui me disent que ça leur a servi, d'autres moins. Mais je pense que c'est toujours bien de se former, en fait. Voilà, ne pas avoir peur de se former. Et quand même, si une chose, quand on compose de la musique, euh,
je pense qu'il faut pas rester trop longtemps sur un morceau parce que c'est très rapidement hypnotique en fait, ce genre de musique, et on peut quand même passer énormément de temps. Je dis ça pour moi parce que des fois je suis un petit peu genre comment dire, je suis dans mon truc, et du coup je pense que ça peut vite devenir assez entêtant et hypnotique, et on peut perdre énormément de temps, je pense, à écouter une boucle, et parfois c'est pas forcément la meilleure solution. Il faut travailler, je pense, de manière intelligente, et pas forcément passer trop de temps parce que c'est au bout d'un moment c'est plus pertinent, quoi. On perd l'oreille en fait, donc vaut mieux faire des sessions, je pense, de 2-3 heures, même voilà, peut-être 4 heures, 5 heures max, puis ensuite il faut faire autre chose, parce qu'on risque de même de... Moi j'ai carrément détérioré des morceaux juste en les écoutant et en essayant de travailler dessus, et au final le morceau, il y avait un truc au début, et ensuite au fur et à mesure de vouloir tellement le faire évoluer, le perfectionner, je l'ai complètement détruit en fait, quoi. Ouais, tu te rendais compte que tu le perdais ouais, et puis alors que tu l'aurais pas perdu. Ensuite j'en avais tellement marre de l'entendre que je l'ai jeté à la poubelle, quoi. Ah ouais. Donc enfin c'est ça le problème, quoi. Je l'ai pas jeté à la poubelle, mais je l'ai mis de côté, et j'ai même plus envie de rouvrir le projet parce que je me suis moi-même dégoûté en fait, en voulant absolument faire quelque chose. Donc voilà, je pense que je suis pas le seul en fait à être passé par ces phases-là. Je pense que voilà, il y a pas mal de gens qui passent par ces phases-là, mais c'est pour ça que je donne ce conseil aux gens qui commencent à produire, à composer. Je pense voilà, il faut pas passer trop de temps, essayer d'avoir un but précis quand vous commencez à composer, puis ensuite de vous laisser aller, mais genre voilà, pas passer trop de temps sur un même morceau en tout cas. Enfin voilà, il faut pas s'entêter trop, faut pas forcer. Soit ça vient, puis si ça vient pas, il vaut mieux changer de projet, quoi. Voilà. Ouais, sinon ce sera un peu contre-productif. Ouais, voilà, je pense que ça peut, voilà, ouais, ça peut être contre-productif, et ça peut même fatiguer l'oreille, ça peut dégoûter, voilà. Donc. Et toi là maintenant, tu te dis que au final ton quotidien aujourd'hui, c'est exactement ce que tu avais envie d'être quand tu as arrêté d'être ingénieur? Pas forcément, mais c'est sûr que, enfin, disons que j'ai la liberté, voilà, aujourd'hui de faire ce que j'ai envie de faire. Par contre, financièrement, j'ai beaucoup moins de possibilités, et du coup, ça c'est quand même une chose à considérer. Donc en vérité, à l'heure actuelle, j'aimerais bien pouvoir concilier les deux. Et c'est ce que j'essaie de faire en fait là. Du coup, j'aimerais bien pouvoir avoir un travail d'ingénieur au moins en 4/5e pour pouvoir continuer à composer, et en même temps avoir des moyens pour ne serait-ce qu'investir dans mon studio, pouvoir voilà, c'est un peu l'objectif, quoi. Et la question avec laquelle je conclue toujours, c'est si toi aujourd'hui, avec toute ton expérience, tu pouvais parler au toi enfant qui commence juste à jouer du piano, ouais. Qu'est-ce que tu te dirais? Je dirais fais le conservatoire. Fais le conservatoire parce que comme ça, tu aurais quand même des bonnes bases en solfège. Ça pourrait peut-être t'aider, quoi, actuellement. Parce que c'est vrai que moi, le solfège, j'ai jamais vraiment fait des cours de solfège. Bon, je déchiffre un petit peu, voilà. Mais je pense que faire le conservatoire ou faire des cours d'harmonie, etc., ça sert énormément pour composer de la musique. Même si aujourd'hui, il y a des outils informatiques qui permettent de faire... même si tu connais rien aux accords, à l'harmonie, etc., tu peux avoir... tu as des logiciels comme Scaler, par exemple, qui te permet tu joues une mélodie, et il te dit quelles sont les potentielles gammes à utiliser, quels sont les accords, etc. Bon, c'est quand même vachement pratique, quoi. Oui, c'est clair, ça t'assiste beaucoup. Après, voilà, je pense que ça peut faciliter d'apprendre un peu quand même les accords. Donc, non, en vrai, franchement, sinon, je dirais quoi ? Fais ce que tu as envie, quoi. Fais-le bien, voilà. Merci beaucoup d'être venu dans le podcast. Merci à toi. Cet épisode est maintenant terminé.
Pour connaître l'actualité du podcast, je vous invite à suivre les comptes Instagram, Facebook et Twitter ou à activer les notifications de sortie d'épisodes sur votre application de podcast. Pour m'aider à développer l'émission, vous pouvez aussi lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify et en parler autour de vous sur les réseaux. À très vite!